Bonjour à tous, je vous propose qu'on corrige ensemble le sujet de droit des obligations CRFPA 2023. Une petite correction synthétique mais quand même bien complète et précise. Mon objectif, c'est que vous compreniez quelles étaient les notions à mobiliser dans le sujet, que vous compreniez la transversalité du sujet et la logique juridique. Alors c'est vrai que c'était un sujet qui n'était pas très compliqué en termes de connaissances, mais c'est un sujet qui était technique. Il fallait avoir de la dextérité dans la façon de manier les connaissances. Et donc, c'est sur ce point-là qu'on insistera notamment. Alors, quelques observations au préalable avant de passer ensemble à la lecture même des faits. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'aimerais que vous fassiez en amont tout seul, à chaque fois, systématiquement. C'est-à-dire qu'avant de passer à une lecture plus approfondie des faits, à une lecture plus attentive des faits, j'aimerais que vous fassiez un petit check sur deux points qui pour moi sont fondamentaux. La première des choses, c'est la division du cas pratique. Ça va vous permettre de voir comment est structuré votre cas pratique. En l'occurrence, là, je vous ai mis deux extraits du sujet de droit des obligations. Vous pouvez voir clairement qu'il y a deux blocs distincts, donc deux parties qui se subdivisent en elles-mêmes en deux sous-parties. Ça va vous permettre de voir combien de questions il faut traiter et en l'espèce, il y en a 4. Sur la répartition des points, très important, si on prend l'exemple du bloc numéro 1, on voit qu'il y a 7 points attribués à la première question et 3 qui sont attribués à la deuxième question. C'est très important pour la gestion de votre temps. Évidemment, vous n'allez pas traiter de la même manière en termes de qualité et de quantité une question sur 3 points et une question sur 7 points. Quand je parle de la qualité, ça veut dire que vous allez devoir évidemment, faire une réponse correcte, pertinente, mais vous allez être plus synthétique. Alors qu'une question sur 7 points, vous allez devoir faire davantage de développement. Pourquoi? En fait, tous ces points-là, c'est parce qu'il y a qu'un seul objectif, c'est de terminer sa copie dans les temps impartis. Et il y a encore beaucoup trop d'étudiants qui n'arrivent pas à terminer leur copie parce qu'ils ont une mauvaise gestion du temps et donc une mauvaise méthodologie, tout simplement. On va passer à la lecture du premier cas pratique et vous allez voir que d'emblée, il y a certains indices que vous pouvez mobiliser pour vous orienter au mieux tout au long du cas pratique. Alors, on vous dit que Monsieur Samy est un entrepreneur individuel non commerçant. Pour ma part, j'ai décidé de surligner cette information. Il y a d'autres passages que j'ai surlignés ou soulignés. C'est un réflexe à conserver si vous faites la même chose ou à avoir si vous ne le faites pas encore pour eh bien, avoir les faits pertinents, les faits qui vont vous permettre de résoudre correctement, au mieux, le cas pratique. Monsieur Samy s'est adressé à la société ImpactNet pour qu'elle crée un site internet. On vous dit qu'aucun document papier n'a encore été signé et on vous parle de discussions. On vous dit que des discussions ont eu lieu sous la forme d'échanges de courriels. Donc vous voyez déjà là, on a des indices qui nous permettent de dire que voilà, on est au stade de la formation du contrat. On a eu des discussions, aucun document papier n'a encore été signé, monsieur Samy s'est seulement adressé pour l'instant à la société. On vous précise, après qu'un courriel daté du 15 juin 2023, donc date clé, hein, ici pour l'application de la loi dans le temps, qu'un courriel a été envoyé par monsieur Samy et on vous précise que monsieur Samy remercie la société pour son effort sur le tarif. Donc vous voyez là encore, on voit que probablement il y a eu des négociations sur le tarif, au point que monsieur Samy remercie la société de son effort sur le tarif. Monsieur Samy précise donc dans ce courriel qu'il donne son accord de principe pour la création du site internet à hauteur de 3 500 €. Donc vous voyez là, on vous parle d'accord. Alors certes, un accord de principe, qu'est-ce que c'est qu'un accord de principe? Mais on vous parle d'accord. Est-ce qu'on ne serait pas sur le terrain de l'offre et de l'acceptation? Monsieur Samy précise, dans ce courriel, qu'il aimerait avoir dans les meilleurs délais les documents contractuels. Donc vous voyez, là encore, un élément supplémentaire pour vous conforter, dans le fait qu'il s'agit sûrement de négociations, que voilà, aucun contrat pour l'instant n'a été formé. En tout cas, on va le voir. Est-ce qu'il y a une offre? Est-ce qu'il y a une acceptation? Maintenant, j'attire votre attention sur le fait que ce premier cas pratique est sur 7 points. Vous vous doutez bien, que vous ne pourrez pas résoudre votre cas pratique en disant: «Voilà, il y a offre, acceptation, rencontre des volontés». Donc on va voir un oui ou non, mais en tout cas, vous ne pouvez pas vous contenter d'aborder ce seul thème dans cette question à 7 points.
Monsieur Samy change d'avis, il envoie en effet un nouveau courriel à la société ImpactNet le 17 juin 2023, donc 2 jours après son précédent courriel. Il déclare: «Ayant bien réfléchi et sans réponse de votre part à mon message du 15 juin dont j'ai pourtant obtenu accusé réception, je vous indique que je ne souhaite pas donner suite à l'accord de principe précédemment transmis». Donc vous voyez bien que là, monsieur Samy se rétracte postérieurement à son acceptation. ImpactNet a répondu en tentant de convaincre dans un premier temps monsieur Samy de revenir sur sa décision. Donc on voit que la société essaye de discuter et de faire les choses à l'amiable. Puis, voyant que ses arguments n'aboutissaient pas, elle a changé d'argumentation et elle indiquait, selon elle, que le contrat était de toute façon bel et bien conclu. Monsieur Samy se demande si la société ImpactNet pourrait obtenir gain de cause en justice sur le terrain contractuel. Il se demande également, dans le cas où la société ImpactNet échouerait à démontrer l'existence d'un contrat, s'il est à l'abri de la mise en œuvre de sa responsabilité civile extra-contractuelle. Alors, à ce stade, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait des pièges? Non, pas vraiment. Je vous l'ai dit, en termes de connaissances, vraiment, il n'y avait aucune difficulté. Maintenant, c'est vrai qu'il fallait aller au bout de son raisonnement juridique et c'est ce qu'on va voir ensemble. Il fallait bien évidemment qualifier l'acceptation. On vous parle d'accord de principe, d'accord, mais on n'a pas de définition légale à ce sujet, ça n'existe pas. Un accord de principe, finalement, c'est un accord, tout simplement. Et il fallait voir si cet accord pouvait être qualifié d'acceptation au sens de l'article 1118 du Code civil. Franchement, il y avait vraiment pas de piège ici et peut-être que c'était tellement facile qu'on peut se dire: «Bon, bah, je vais faire autre chose, là, c'est vraiment trop évident». Eh ben non, car certains ont qualifié l'acceptation d'offre. Pour eux, c'est monsieur Samy qui a fait une offre. Donc dès le départ, on se trompe, dès le départ, on est cuit. Et non, non, là, c'est bien monsieur Samy qui a bien accepté la proposition de la société. Peut-être que ce qui vous a bloqué ici, c'est le fait qu'on vous a indiqué que monsieur Samy est revenu sur son acceptation. Donc il s'est rétracté. Peut-être que vous n'avez pas su comment répondre. C'est vrai qu'on parle très souvent d'une rétractation de l'offre, mais peut-être moins souvent de la rétractation de l'acceptation. Mais dans ce cas, ça veut dire que vous n'avez pas travaillé tout au long de l'année avec votre code civil. L'article 1118 du code civil dit bien qu'une acceptation peut être librement rétractée tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant. Et on a l'article 1121 qui dit bien que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant, et donc en l'espèce la société. Et en plus, dans le cadre des contrats conclus à distance, vous avez l'article 1127-2 du Code civil qui dispose que l'offrant doit accuser réception. En l'occurrence, c'est le cas. En plus, monsieur Samy en parle de l'accusé de réception. Donc, la société a bien reçu le consentement de monsieur Samy. Il y avait bien acceptation. Puis, autre chose qui a pu peut-être vous mettre en erreur, c'est la formulation de la question. On vous dit, première question, est-ce que la société pourrait agir sur le terrain contractuel? Donc là, vous vous dites, bon, bah, c'est qu'il y a forcément contrat. Le contrat a bien été formé car il y a une offre, une acceptation et la rencontre des volontés. Mais ensuite, on vous dit, si jamais la société n'arrive pas à démontrer l'existence d'un contrat, est-ce que Samy pourra engager sa responsabilité extra-contractuelle? Donc là, vous vous dites, ah bah non, en fait, c'est que le contrat, il a été pas formé. Bref, vous, voilà, c'est le cafouillis total. Puisque faut démontrer sa responsabilité extra-contractuelle, c'est que le contrat, il n'a pas été formé, blablabla. Donc là, deux choses. Déjà, le contrat, voilà, il avait été bien formé, pas de problème. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas traiter de l'offre, de l'acceptation, de la rencontre des volontés seulement si la question est sur 7 points. Et vous voyez qu'on vous parle d'existence du contrat. Certes, au niveau de la deuxième question, mais on vous dit ça juste avant d'évoquer la responsabilité extra-contractuelle, si jamais la société n'arrive pas à prouver l'existence d'un contrat. Donc, certes, vous avez démontré qu'il y avait un contrat, mais encore faut-il prouver son existence. Et là, c'est une question sur la preuve. C'est un deuxième thème de votre cours. C'est pour ça que je vous parlais notamment de transversalité, mais et encore, c'est pas fini, hein. Cette transversalité, faut pas qu'elle vous perde. Il faut continuer à faire un plan, un syllogisme à chaque fois. Pour voir la méthode du cas pratique, je vous ai fait une vidéo à ce propos. Donc, on va récapituler. Par rapport à l'offre, on cherche à qualifier la proposition de la société d'offre. Il faut 3 conditions. Là aussi, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet, je vous conseille d'aller la voir. Cette offre
Elle apparaît à travers le courriel de monsieur Samy, qu'on a là, dans le cas pratique. On a bien une offre faite à une personne déterminée, monsieur Samy, on voit bien qu'il y a un effort qui a été fait de la part de la société pour lui sur le prix. Donc, on a bien une offre faite à monsieur Samy. Ensuite, l'offre doit être précise, c'est-à-dire qu'elle doit comporter les éléments essentiels du contrat. On a bien le prix, on a bien le service, donc la création du site internet. Et enfin, il faut une offre ferme, c'est-à-dire formulée sans réserve. Et a priori, c'est le cas, pas de problème. La société manifeste bien sa volonté de s'engager à conclure le contrat. On l'a vu, il y a un effort de la part de la société qui a été fait. Ça traduit quand même bien, clairement, la manifestation de s'engager à conclure le contrat. Sur l'acceptation, il faut qualifier l'accord d'acceptation. Sur les conditions, on a bien une acceptation conforme à l'offre et faite à l'offrant, la société, puisque monsieur Samy lui répond. Là encore, j'ai fait une vidéo à part entière sur l'acceptation que je vous conseille également d'aller voir. Sur la fameuse rencontre des volontés. C'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qu'on a exposé. L'acceptation est bien parvenue à l'offrant, c'est-à-dire à la société, donc pas de problème. Mais est-ce que la rétractation de monsieur Samy peut faire obstacle à la rencontre des volontés? Est-ce que la rétractation peut faire obstacle, finalement, à la formation du contrat? La rétractation de monsieur Samy, on l'a vu, elle est postérieure à son acceptation, qui a bien été reçue par la société. La rétractation est donc sans effet, puisqu'un contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. On l'a vu. Donc la société, elle a raison, le contrat est bien conclu. Alors certes, le contrat est bien conclu, mais encore faut-il prouver l'existence du contrat. Pour étudier l'existence d'un contrat, il faut s'intéresser à l'objet de la preuve, la charge de la preuve et les modes de preuve. Alors, sur ça, je pense que je ferai carrément une formation parce que je pense que le thème de la preuve, ça nécessite vraiment une certaine dextérité. Il faut comprendre le sens des articles, la connexion qu'il y a à faire entre les différents articles, et il y en a beaucoup. Et de sorte qu'on peut vite se perdre, ça peut vite devenir confus. Mais une fois que vous disposez d'un guide, en quelque sorte, d'un document qui va vous orienter pour résoudre absolument tous les cas pratiques sur la preuve, et je dis bien absolument tous les cas pratiques, vous ne pourrez plus jamais vous tromper. Alors ici, on sait que le montant du litige est supérieur à 1 500 €. Donc je vais aller très vite, mais il faut que vous compreniez que si le montant du litige est supérieur à 1 500 €, il vous faut un écrit préconstitué. Ensuite, on n'a pas de signature, donc c'est pas une preuve parfaite. Donc, comme c'est pas une preuve parfaite, est-ce qu'on peut dire qu'on a au moins un commencement de preuve par écrit? Ici, on peut considérer que le courriel en est un. Mais encore faut-il que ce commencement de preuve soit corroboré par des éléments complémentaires, c'est-à-dire une preuve extrinsèque. Alors, est-ce qu'on a ça ici? Ça a discuté. Et c'est tout l'enjeu d'une consultation juridique, d'un cas pratique. Soit on considère que la société et monsieur Samy se sont échangés des mails auparavant, avant ce courriel. Et ce qui peut être le cas, puisqu'on voit bien, et on l'a dit, qu'il semble qu'il y ait eu des négociations, notamment sur le tarif du prix du service. Et donc, dans ce cas, on a bien une preuve extrinsèque. Soit on considère qu'on n'en a pas et on n'a pas cette preuve supplémentaire. Si on considère qu'on a bien un commencement de preuve, et donc que la preuve du contrat est rapportée, alors il faut s'interroger sur la suite. Effectivement, on a un contrat et en plus de ça, on peut le prouver. N'oubliez pas qu'on vous demande si la société pourrait obtenir gain de cause en justice sur le terrain contractuel. Allez au bout de votre raisonnement juridique. Dès lors, quelles seraient les sanctions à l'inexécution contractuelle? En gros, que peut craindre monsieur Samy s'il ne s'exécute pas alors qu'un contrat a bien été formé, qu'un contrat a bien été conclu, que l'existence du contrat est bien rapportée? Eh ben, on va aller sur le terrain de l'exécution forcée, article 1221 du Code civil, et sur le terrain de la responsabilité contractuelle, article 1231 du Code civil.
Troisième thème à mobiliser concernant la deuxième question du cas pratique, c'était la rupture abusive des pourparlers, puisqu'on vous questionne sur l'hypothèse de l'existence du contrat qui n'aurait pas pu être rapporté. Donc en gros, que se passe-t-il si jamais l'existence du contrat n'avait pas pu être prouvée? Alors nous, c'est vrai, on a admis l'existence du contrat, mais on pouvait très bien conclure sur le fait qu'il n'existe pas. Là, c'est à vous de discuter sur le commencement de preuve par écrit, sur la preuve extrinsèque. C'est votre démonstration juridique qui compte, votre logique. Finalement, peu importe la solution finale, si votre démonstration est cohérente, enrichie, logique. Quoi qu'il en soit, on vous demande dans tous les cas si la responsabilité extra-contractuelle de Monsieur Samy pouvait être engagée, dans le cas où il ne serait pas possible de conclure à l'existence du contrat. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne pouvait pas conclure à la preuve rapportée de l'existence du contrat, hein. Mais en tout cas ici, si jamais une telle preuve n'avait pas pu être rapportée, c'est qu'on n'a pas réussi à montrer l'accord de volonté entre les parties. Et si on n'a pas réussi à démontrer l'accord de volonté entre les parties, c'est qu'il s'agissait de simples négociations. On était au simple stade des pourparlers dans un tel cas de figure. Donc là, c'est l'article 1240 du Code civil. Pour engager la responsabilité extra-contractuelle d'un individu, pour engager sa responsabilité personnelle, il faut une faute, un dommage et un lien de causalité. Alors, je vais être rapide, mais concernant la faute, il y a faute, notamment lorsqu'on ne respecte pas une prescription légale. Et à ce propos, on a l'article 1112 du Code civil qui dispose qu'on est libre de négocier. On est libre de rompre aussi les négociations. C'est tout simplement le principe de la liberté contractuelle de l'article 1102 du Code civil. On est tout à fait libre de ne pas conclure un contrat. Ça veut dire que des négociations ne conduisent pas forcément à la conclusion du contrat projeté. Alors on pourrait dire que Monsieur Samy a exercé sa liberté de ne pas contracter et donc il n'a commis aucune faute. Oui, certes. Sauf que la liberté a ses limites. Et l'article 1112 du Code civil nous dit bien que les négociations précontractuelles, leur déroulement et leur rupture doivent répondre aux exigences de bonne foi. Donc, un participant aux négociations engage de fait sa responsabilité extra-contractuelle s'il est déloyal. Alors ici, on aurait pu conclure sur le fait qu'il a bien commis une faute. Vous savez qu'en jurisprudence, on sait que lorsqu'on a des pourparlers suffisamment avancés, ça peut faire croire à une partie légitimement que l'autre partie est sur le point de conclure le contrat. Et on sait aussi qu'à ce stade de négociation avancée, celui qui va rompre les pourparlers doit justifier d'un motif légitime de rupture pour ne pas être considéré comme fautif. En l'espèce, Monsieur Samy est parvenu à un accord avec la société. Et là, son comportement est clairement caractéristique de la mauvaise foi. Il y a bien une faute. Mais au final, par rapport au dommage, puisqu'il faut le dommage aussi comme condition de la responsabilité extra-contractuelle, on sait que seules les pertes subies peuvent donner lieu à des dommages et intérêts. Donc c'est quoi les pertes subies? C'est quoi des pertes subies? Ce sont les frais qu'on a engagés en vue de conclure un contrat. Et visiblement, en l'espèce, le préjudice réparable était incertain. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de perte subie ici. On va passer rapidement à la lecture des faits du deuxième cas pratique. On nous dit que Monsieur Samy a contracté un emprunt auprès d'une banque. Il a donc des problèmes pour rembourser son prêt. On constate que ce prêt a été contracté en 2022, remboursable à partir de 2023. Donc là, sur l'application de la loi dans le temps, il n'y a pas de problème. Les nouvelles dispositions du Code civil vont s'appliquer de la même manière qu'elles s'appliquaient concernant le premier cas pratique. On nous dit que Monsieur Samy souhaite échapper à deux clauses du contrat. La première qui concerne l'article 6 du contrat par rapport à la majoration d'intérêt du prêt en cas de retard de paiement et la deuxième qui concerne l'article 7 et qui prévoit un remboursement intégral des sommes en cas d'impayé, donc en cas de défaut de remboursement pendant plusieurs mois, en l'occurrence 3 mois. Alors ici, on voit qu'on est sur le terrain de la responsabilité contractuelle, on voit qu'on est aussi sur le terrain du contenu du contrat, notamment sur les stipulations du contrat, et on va même peut-être pouvoir aller sur le terrain du régime général des obligations. Alors je sais que c'est une matière que vous aimez pas particulièrement, mais c'était assez pertinent. Même si là encore, on pouvait discuter, sur l'orientation à prendre, on va pouvoir aller sur d'autres terrains.
Bref, on verra ça et ensuite on nous dit qu'une maladie a empêché monsieur Samy de payer. Alors là, normalement, ça doit vous faire écho à une jurisprudence hyper récente et connue. Là, je sais ce que vous vous dites. Vous dites: «Oh là là, c'est une galère, j'aime pas du tout les histoires de clauses, c'est pas mon truc, je vais pas avoir le temps, il y a trop de choses à dire, je sais pas par où commencer» et cetera et cetera. Bon, moi, j'aimerais qu'on décortique calmement ce deuxième cas pratique et qu'on soit attentif sur les choses à étudier. Concernant la première clause, donc sur le retard, que dit la clause? Bah, vous voyez bien qu'elle instaure une sanction financière en cas d'inexécution. Vous savez que dans un contrat, on peut insérer des clauses qui vont permettre d'organiser les relations entre les parties pendant l'exécution du contrat ou même après l'anéantissement du contrat. Ce sont des clauses accessoires, comme la clause pénale. Et là, il fallait bien qualifier la clause de clause pénale. La clause pénale, c'est une clause relative à la réparation. Donc, les parties vont fixer le montant des dommages et intérêts de façon forfaitaire qui seront dus en cas d'inexécution du contrat ou en cas de mauvaise exécution du contrat. Il faut deux conditions. Une condition sur la mise en demeure, c'est l'alinéa 5. Et là, visiblement, des courriers ont été envoyés à monsieur Samy, il n'a pas répondu, pas de problème. Au-delà de la mise en demeure, il faut établir l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat, là encore, pas de difficulté. Quand les conditions sont réunies, il faut savoir que le juge peut modérer ou augmenter la pénalité prévue si elle est excessive ou dérisoire. Bon, là, est-ce que c'était excessif? Est-ce que la clause était excessive au point que le juge réduise la pénalité d'office? Bon, là, vraiment, on n'a pas tous les éléments, donc la réponse risque d'être incertaine. Du coup, comme c'est incertain, on peut peut-être envisager un autre fondement juridique. Alors ici, il fallait évoquer les clauses abusives, celles qui créent un déséquilibre significatif. Donc déjà, il fallait vérifier si les droits spéciaux étaient applicables. Vous aviez une jurisprudence de la Cour de cassation, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 2022 qui traite de cette question. Ensuite, il fallait aller sur le fondement de l'article 1171 du Code civil pour voir si la clause pouvait être réputée non écrite en raison d'un éventuel déséquilibre significatif. Cet article concerne les contrats d'adhésion. Donc, il fallait vérifier qu'on était bien en présence d'un contrat d'adhésion. Vous avez la définition à l'article 1110 du Code civil. Et donc là, oui, pas de problème, on était bien en présence d'un contrat d'adhésion. La clause était non négociable, mais en revanche, c'est vrai qu'on pouvait hésiter sur le déséquilibre significatif qui ne portait pas sur l'objet principal du contrat. Concernant la deuxième question du deuxième cas pratique, donc relatif à la deuxième clause sur le remboursement intégral. Déjà, je pense qu'on pouvait retenir la qualification de clause résolutoire et donc voir ses conditions et son régime. Mais il me semble plus pertinent de retenir la qualification de clause de déchéance du terme. Pourquoi? Bah déjà, c'est quelque chose de très commun dans les contrats de prêt et en plus de ça, vous avez vu ça en RGO, régime général des obligations. Qu'est-ce que c'est que la déchéance du terme? La déchéance du terme, c'est une sanction. Elle peut être prévue, notamment, dans un contrat. Donc, ça veut dire quoi? On va faire un petit peu de cours sur le RGO. Ça veut dire que le débiteur est privé du bénéfice du terme. Donc, il n'a plus aucun délai pour s'exécuter. Parce que justement, il a mal réalisé quelque chose. Donc, on le sanctionne. En l'espèce, on nous dit que la banque refuse les paiements ultérieurs de monsieur Samy. Donc, vous voyez, c'était quand même assez pertinent d'aborder cette question sous l'angle de la matière du régime général des obligations. Et vous voyez, j'espère aussi, grâce à mes explications, que la transversalité est au cœur de vos examens. Vous trouverez d'ailleurs des ressources que j'ai moi-même réalisées dans la description. Alors, on continue. Comment combattre cette clause de déchéance? Bah, je vous l'ai dit, cette clause, c'est une sanction. C'est une sanction contractuelle en cas d'inexécution du débiteur. Donc, pour la combattre, on va aller sur le terrain de la force majeure. Et
Ça tombe bien puisque le cas pratique nous dit bien que, voilà, en raison de son incapacité de travailler, monsieur Samy n'a pas pu effectuer ses remboursements. Donc, sur la force majeure, et il faut bien comprendre que s'il y a force majeure pour le débiteur, la clause ne s'appliquera pas. On va voir tout ça. On a l'article 1218 qui prévoit que le débiteur peut tout à fait s'exonérer de sa responsabilité lorsque son inexécution résulte d'un cas de force majeure. Ici donc, la force majeure résulterait de son incapacité de travailler durant 9 semaines, mais on a une jurisprudence récente qui nous rappelle que la force majeure est difficilement invocable par les débiteurs de sommes d'argent. Et ça, c'est un arrêt de 2020. Donc ici, ça fonctionne pas. On va voir s'il y a un autre fondement. Est-ce que la clause de déchéance, elle a été correctement mise en œuvre? Alors, déjà, il faut une mise en demeure. C'est du cours de RGO, hein. Bon, si vous voulez, je vais vous faire un petit récap, rapidement. Ça va être assez brouillon, mais comme ça, vous aurez l'idée. On a l'article 1305-2 qui dit que ce qui n'est dû qu'en terme ne peut être exigé avant l'échéance, de sorte qu'en principe, aucun paiement anticipé ne peut être demandé par le créancier. Sauf que les parties sont libres de prévoir dans un contrat une clause de déchéance du terme, en tant que sanction, comme on a dit. Donc, une clause qui stipulerait qu'en cas de non-respect de certaines échéances, l'intégralité des sommes seront dues immédiatement, c'est tout à fait possible. Donc là, la banque, manifestement, peut se prévaloir de cette clause. Mais est-ce qu'elle est bien mise en œuvre? Donc on l'a dit, on a parlé de mise en demeure. C'est une exigence, il faut une mise en demeure. Pourquoi? Sinon, le créancier ne peut pas se prévaloir de la déchéance. Autrement dit, il faut une mise en demeure préalable, sauf disposition expresse et non équivoque. Ça, c'est une jurisprudence de 2015. Mais encore faut-il que la mise en demeure précise le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à cette déchéance. Ça, c'est une jurisprudence de 2021. Bon, là, on n'a pas tous les éléments qui sont réunis, mais si on considère que la banque n'a pas mis en demeure ou que la mise en demeure n'a pas précisé le délai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, monsieur Samy demeure certes tenu des échéances, mais il ne pourra pas se voir imposer le remboursement immédiat de la totalité de la somme. Alors, on pouvait aussi aller sur un autre fondement juridique qu'on a vu tout à l'heure, sur les clauses abusives, sur le fondement de l'article 1171 du Code civil. Bon, là, on n'a pas tous les éléments, c'est pas précis non plus, mais voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura éclairé, que ça aura été plus limpide pour vous. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je réponds vraiment à toutes vos questions. Il y a aucun problème, donc vous pouvez me faire des petits commentaires en dessous la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la chanson, bien sûr, vous pouvez liker la vidéo pour me soutenir et vous abonner à ma chaîne. Et voilà, hein, je vous souhaite une belle réussite. À bientôt!